Salut à tous à nouveau, on se retrouve pour la deuxième vidéo consacrée aux nouveautés de Nightvolt, donc à savoir la meute fanatique. Donc voilà, je vous fais le tour un petit peu de la boîte. Alors toujours des boîtes très réussies, hein. Franchement, je pense que quand on a cette boîte en main, on a envie de commencer à jouer à Warhammer Underworld, et c'est bien ça l'essentiel. Donc voilà, on va la regarder tout de suite à l'intérieur. Concernant les figurines, on est toujours sur de la très grosse finesse. Par contre, là, comme toutes les figurines Easy to Build, en fait, c'est très difficile de faire de la conversion. Et si vous avez envie de récupérer, par exemple, uniquement sa tête, parce qu'il a une tête qui vous revient, et ben, ça va être très compliqué de récupérer la figurine. Pareil pour les bras, le torse. C'est ça qui est un petit peu dommage. Donc conversion difficile. Après, bien sûr, la pose très très dynamique, la finesse, toujours les visages. Les cheveux ou les doigts, hein, toujours, hein, c'est ça, c'est assez impressionnant, j'essaie de vous le montrer, voilà, vous voyez, assez près, on a toujours cette finesse qui est vraiment incroyable, donc voilà, toujours avec un plastique de qualité, on n'est pas sur ce qu'on trouve dans le monde du jeu de société avec des plastiques un petit peu résineux, un petit peu mous. Alors les socles, on est ambiance désertique, et désertique avec pas mal de squelettes, pas mal de petites bestioles, alors les bestioles on les voit pas sur celle-là, on va la voir sur l'autre grappe. Alors hop, je vais vous montrer en gros plan, comme ça je pense que ça rend un petit peu mieux. Donc, bah, finalement, on n'a pas tant de bestioles que ça. Ouais, c'est parce que j'avais vu celle-là, en fait. Je m'étais attardé sur celle-là avec le petit scorpinou et puis la petite grosse araignée sur le coin. Alors, les figurines, vous voyez, sur celle-ci, hein, c'est typique. C'est très fin, mais alors la posture, si vous voulez récupérer le torse, par exemple, je sais pas, pour faire des conversions, faut être sculpteur hein, à ce niveau-là. Hein, donc, voilà. Hop. Je vous montre encore ce côté-là, et puis comme je vous ai dit, j'essaierai de vous faire une vidéo, je ne sais pas quand, avec toutes les figurines montées. Voilà, puis on passe bien sûr à la petite notice qui est juste ici, que je vous montre très rapidement. Voilà, comme ça vous donne une idée. La façon de monter les figurines, ça peut toujours être utile. Et puis on passe sur les cartes. Donc vous commencez à avoir l'habitude, on va commencer avec les cartes spécifiques à cette faction. Puis après, vous avez le lien si vous voulez passer directement aux cartes universelles. Donc toujours une petite carte de fluff, ma foi assez jolie. Et puis on commence avec évidemment les personnages. Alors on commence avec le petit chien, Growl. Alors il bouge à 4, hein, c'est normal, on s'y attend pour un chien. Il esquive à 1, 2 points de vie. Alors, condition d'exaltation, ce combattant reçoit une amélioration, très bien. Après, ce combattant ne peut pas recevoir d'amélioration d'attaque ou tenir un objectif, voilà. Donc on sent maintenant, ça c'est quelque chose qui est assez récent de cette limitation-là, en fait, sur les objectifs. Donc je pense que ça sous-entend que peut-être sur certaines bandes, il y a certaines figurines qui ne devraient pas pouvoir, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a ça, on le retrouve assez souvent maintenant. Alors, morsure, donc un hexagone, 2 épées pour un dommage, voilà, très classique. Après on passe à 5 de mouvement, ça c'est vraiment pas mal, avec 2 d'esquive, et puis une petite touche en plus, voilà. Donc le chien, on se doute qu'il va être là, un petit peu comme le squig qu'on a vu juste avant, pour justement porter un petit peu de soutien, puis apporter les dés de soutien justement. Grundan, œil de sang, alors ce combattant reçoit une amélioration, ça va être toujours la même chose, hein. Donc 4 de mouvement, c'est très bien, 1 d'esquive et 3. Là on va être sur une bande qui va ressembler hein, au pillard de Garek, donc à 1 de distance, il envoie 2 marteaux pour 2 dommages, voilà. Et ensuite, une fois exalté, il va bouger à 5 et 2 pour 3 dommages. Et 3 dommages, là, ça commence à être pas mal. Ça se rapproche de Sek, qui est un très bon combattant aussi, je trouve, dans la bande des pierres de Garek. Ensuite, Jagatra. Donc elle a 2 armes. Par contre, le javelot, elle peut l'utiliser qu'une seule fois. C'est ce que vous avez là. Donc cette combattante peut effectuer une attaque avec le javelot qu'une seule fois par partie. Et elle a plus 1 dégât lorsqu'elle a effectué une charge. Donc évidemment, elle court et puis elle envoie son javelot. Donc 3 de distance, 3 épées pour 1, voire 2 dommages. Ensuite, une arme de base, c'est un couteau. Donc qui fera pas une distance, évidemment. 2 épées pour 1 dommage. Voilà, ça c'est vraiment les lignes de base. 2 points de vie simplement. Hop, donc en version exaltée, qu'est-ce qu'elle va gagner? Le javelot, ça ne change pas, elle ne le récupère pas. Elle aurait pu ramasser un javelot hein, en devenant exalté, hein, ça aurait pu être sympa. Par contre, du coup, elle gagne un petit dé. Vous voyez, hop, voilà, elle passe à 3 en épée. Et toujours un seul en esquive. Alors vous verrez que c'est une bande qui est assez disparate au niveau des améliorations.
Alors lui, ça va être le chasseur, donc il a son arc qui frappe donc à 3, avec 2 épées pour 1, voilà. 2 points de vie aussi, donc on sent que c'est une bande qui va être assez faible, qui va vite Enfin, qui va pas pouvoir encaisser beaucoup, hein, évidemment. Par contre, après, son arc amélioré, il joue lui pas mal, avec les capacités fracassantes, ça peut être sympa. 2 d'esquive, vous voyez, lui, là, il gagne la 2e esquive, donc faudrait faire attention, parce que c'est vrai qu'on a souvent l'habitude de se dire que ces personnages gagnent un peu les mêmes compétences, alors qu'en fait, non, il faut vraiment être très vigilant là-dessus. Alors, Shand, le chasseur de tête, hein, donc il a 2 épées pour 2 dommages, j'aurais bien mis 2 marteaux peut-être, ça aurait été un petit peu trop fort. Une esquive, toujours 3 points de vie, ça y est, on commence à avoir un lieutenant, 4 de mouvement, et une fois amélioré, hop, il gagne la capacité fracassante, aussi une 3e épée. Donc épée, c'est pas non plus marteau, hein, donc ça vous en doutez bien sûr, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a, hormis, enfin, on l'a vu, hormis la boss qu'on va voir, et puis je sais plus comment il s'appelle, le barbare, le gros barbare avec la hache, ça manque peut-être un petit peu de marteau. Et lui, vous voyez, alors il passe de esquive 1 à défense 1 avec un bouclier. Donc là c'est pareil, vous voyez, on a vite fait de se mélanger, si on n'est pas vigilant encore une fois. Alors ensuite, la sorcière Thédra. Donc, hop, j'essaie de faire une belle mise au point. Elle a un sceptre de sombre serment qui frappe qu'à une distance. 2 marteaux pour 2 dommages. Après, elle a que 3 points de vie, donc c'est un des boss les plus faibles du jeu. Va falloir vraiment la protéger, hein. Je pense qu'elle va plutôt rester en fond de cours. C'est dommage parce qu'elle a quand même une bonne attaque. Après l'esquive, vous voyez, un d'esquive, elle a vite fait de se prendre un coup de hache mal placé. Et puis après, quand elle est améliorée, elle va gagner 1 point de dommage, 1 de mouvement, mais pas double esquive. Donc, c'est, je pense, parmi les bandes les plus faibles. Après, par contre, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnages, dont un qui ne peut pas prendre d'objectif. Il y a quand même moyen de la jouer. Je pense qu'en fait, on peut vraiment la comparer au pillard de Garek, avec peut-être un petit peu plus de possibilités, avec de la magie, avec des combattants un peu plus faibles, certes, mais un combattant de plus. Voilà. Alors, ensuite, serment de bataille. La première action d'attaque effectuée par un combattant ami à la prochaine activation va plus 1 dé. Voilà, on ne peut plus classique. Meute de chasse. Réaction pendant l'action d'attaque d'un combattant ami avant le jet d'attaque. Si ce combattant a au moins 2 combattants en soutien, tout double soutien du jet d'attaque compte comme un critique. Alors ok, on est plus nombreux, mais là encore une fois, hein, il faut avoir envoyé du monde, on imagine que les gens ont chargé, on imagine que l'adversaire a encore envie, c'est trop situationnel. Moi j'aime pas, hein, phase, vous l'aurez remarqué à force, mais j'aime pas ce type de carte qui demande vraiment trop de cas de figure un peu vraiment particuliers, et puis bon, si c'est juste pour faire un critique, avoir une chance sur 6 d'avoir un critique en plus, bon, ça me paraît un petit peu compliqué pour prendre une place de carte, parce que pour moi, ce qui coûte vraiment très cher, c'est les places de cartes, hein. Ça, vous le savez si vous avez construit votre deck. Bon, c'était pire encore avant les banlistes, hein, mais une place de carte, c'est vraiment très cher, hein. Donc mettre une carte qui, bon, peut de temps en temps aider, je trouve que ça n'a pas sa place sur des decks un petit peu compétitifs. Alors après, bien sûr, l'intérêt, c'est que si vous jouez paquet contre paquet, il y en a un qui a pris par exemple l'équipe de Molog et puis l'autre qui a pris justement celui-ci, et bah du coup là c'est parfaitement équilibré, vous pouvez jouer l'un contre l'autre, vous avez quelques cartes très fortes, des cartes moyennes, des cartes un peu plus faibles, mais du coup comme ça au moins c'est équilibré, hein. Donc il faut aussi garder ça à l'esprit, hein. Faut pas dire les cartes sont achetées, c'est pas intéressant, faut penser aussi aux joueurs un petit peu plus casus qui eux justement vont se contenter de choisir une bande et puis même pas trop modifier en fait leur deck, hein. Donc voilà, c'est pas vraiment un problème. Alors, au pied, pousser un grawl ami d'un nombre de cases inférieur ou égal à 2 fois sa caractéristique mouvement. Il doit amener cette poussée sur une case adjacente à un holo ami. Et donc, comme il a un mouvement de 4 voire 5, ça peut faire 10 cases de mouvement, ce qui est quand même plutôt sympathique, hein, pour aller chercher justement un adversaire, gagner un petit soutien défensif, c'est plutôt pas mal. Alors frappe à pas vide, réaction à jouer pendant l'action d'attaque d'un combattant ami avant le jet d'attaque, et si ce combattant n'a aucun combattant soutien, tout jet de soutien 1 lors de ce jet d'attaque est une réussite. Donc ça c'est pas mal, vous le lancez... Alors avant de lancer les dés, il y a toujours ce petit côté un petit peu dommage. Après, pourquoi l'avoir mis en réaction ? Je ne sais pas en fait, parce que du coup ça pourrait être à la fin d'un tour au final. Je vois pas l'intérêt que ce soit mis en réaction, si ce n'est jouer justement une carte de réaction. Ou alors pour empêcher peut-être l'adversaire, mais encore même pas parce que c'est dans votre tour. Donc je sais pas trop, je pense que c'est presque même une contrainte en fait, peut-être.
Voilà. Mais bon, sinon après, le petit bonus est toujours appréciable. Sacrifice brutal, donc choisissez un combattant ami adjacent à un autre combattant ami et une amélioration de votre main qui peut être appliquée au combattant que vous avez choisi. L'autre combattant est mis hors de combat et l'amélioration est appliquée au combattant que vous avez choisi. Donc en gros, vous avez deux persos, il y en a un que vous sacrifiez directement et du coup, vous pouvez jouer une amélioration gratuitement. Et comme on sait que c'est la condition d'exaltation, voilà, c'est plutôt sympa. Après, perdre un de ces combattants, c'est cher payé quand même. C'est, voilà, comme on dit, c'est brutal. Après, j'ai pas encore bien compris l'intérêt, s'il y a vraiment un intérêt à se sacrifier. Enfin, ça aurait été une carte universelle, ça aurait pu être sympa, parce que justement, avec alors je sais plus comment il s'appelle, mais le Squig éponge champignon, qu'on a vu juste avant dans la précédente vidéo, si vous avez regardé Molog avant, et bah du coup, ça peut être sympa justement de le faire exploser, comme ça, du coup, il crée sa zone de danger, donc c'est plutôt cool. Mais comme ça, c'est une carte qui est réservée à cette faction, je vois moins l'intérêt. Alors après, thématiquement parlant, oui, c'est clairement intéressant, mais bon, après voilà, en termes de jeu, c'est un petit peu moins intéressant. Alors, réaction à jouer au cours d'une action d'attaque qui devrait mettre hors de combat un combattant ami. Jeter un dé de défense sur bouclier ou critique, le combattant ne subit pas de dégâts, n'est pas repoussé et n'est pas mis hors de combat. Donc ça, c'est plutôt carrément pas mal. Et le dessin est carrément cool aussi. Je vous le mets. Hop, vous voyez, assez sympathique. Il arrête la hache à une main comme ça, c'est badass. Et du coup, c'est une carte qui peut être sympa parce que c'est vrai qu'on peut, on peut préférer peut-être une carte comme ça qui va permettre d'annuler tous les dommages sur n'importe quel combattant plutôt qu'une carte d'amélioration qui va rajouter une blessure qui sera peut-être pas suffisante parce que passer de 2 à 3, des fois les persos tapent tellement fort que c'est pas très intéressant. Tandis que là, du coup, ça va être n'importe lequel, celui dont on a besoin. Donc c'est une carte, à mon avis, qu'il ne faut pas sous-estimer, qui peut être pas mal. Alors, au niveau des sorts, manœuvre de sort, alors si ce sort est lancé, choisissez un combattant ami à 4 cases ou moins du lanceur, il a +1 en défense. Ce sort persiste jusqu'à la fin de la phase, ou jusqu'à ce que ce combattant soit hors de combat selon ce qui se produit en premier. Donc là encore une fois, on est sur de la défense pour un personnage, c'est plutôt intéressant, parce que c'est assez facile à lancer, surtout si vous avez pris des petites améliorations. Hein, vous avez vu, enfin vous avez vu dans peut-être l'autre vidéo, je sais pas dans quel ordre vous les regardez après, hein. Si vous les regardez dans l'ordre dans lequel je l'ai sorti, c'était la vidéo d'avant, mais du coup on a une carte qui donne inné avec soit une focale, et dans celle-ci, c'était une canalisation, et là dans ce prochain paquet, hein, ici là quelque part, vous allez, avec les cartes neutres, vous allez avoir un gain de canalisation du coup, donc voilà, enfin de focalisation, enfin vous m'avez compris. Ensuite, vision du futur, manœuvre de sort, si ce sort est lancé, choisissez un combattant ami à 4 cases ou moins du lanceur, la prochaine fois qu'il effectue une action d'attaque, vous pouvez relancer un dé du jet. Ce sort persiste jusqu'à ce que l'action d'attaque soit effectuée ou que ce combattant soit hors de combat. Alors c'est un petit peu plus sympa que juste une relance pour le prochain combattant qu'une attaque, parce qu'on peut imaginer de changer ses plans. Après, c'est une manœuvre de sort qu'il faut lancer. Bon, le bonus n'est pas non plus ultra délirant. Encore une fois. Après, sur un jet critique, je pense que ça va être une bande assez critique, c'est-à-dire qu'il faut réussir son attaque, parce qu'on va avoir du mal à encaisser. Donc ça peut, dans ce style de jeu-là, ça peut être intéressant. Alors, entrave et manœuvre de sort avec 2 canalisations. Si ce sort est lancé, choisissez un combattant ennemi à 4 cases ou moins du lanceur. Ce combattant a -1 en mouvement, jusqu'à un minimum de 0. Et ça peut être sympa. Ce sort persiste jusqu'à ce que ce combattant soit hors de combat. Donc ça aussi, ça peut être intéressant si on a une bande qui repose vraiment beaucoup sur un combattant, genre par exemple Molog, qu'on a encore vu juste avant, ça peut être sympa. Après, le jouer à chaque fois, un petit peu compliqué. Manœuvre de sort avec 2 canals. Si ce sort est lancé, choisissez un combattant ennemi à 4 cases ou moins du lanceur. Si ses actions d'attaque ont -1 dégâts jusqu'à un minimum de 1, ce sort persiste jusqu'à ce que ce combattant soit hors de combat. Et c'est ça qui est très intéressant, ce sort persiste jusqu'à ce que ce combattant soit hors de combat. Et pas jusqu'à la fin de la phase. Donc ça veut dire que si vous l'avez lancé au début de la partie, et bien tout au long du combat, le -1 en dégâts, ça peut cliquer, enfin ça peut piquer un petit peu quand même. Donc ça c'est une carte, faut bien faire attention, ça peut être assez intéressant. Alors, on continue. Et ouais, par contre, on n'a pas de carte un peu broken avec des cartes vraiment trop fortes. Voilà, ça c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, réservé à Tedra, inné canalisation, donc c'est pas mal, hein. Je pense qu'il faut la jouer, hein, surtout pour placer le genre de sort qu'on a vu juste avant. Alors ensuite, pour Chonde, sur une touche critique, les actions d'attaque de ce combattant et une portée de 1 ou 2 ont +1 en dégâts. Voilà, donc c'est sympa aussi, pourquoi pas. Puis comme il faut qu'ils soient ciblés justement les personnages, hein, donc c'est pour ça qu'on va trouver à chaque fois une carte bien sûr pour chacun des combattants. Bon, à vous de voir si vous voulez jouer celles qui leur sont spécifiques ou des cartes génériques. Tir à bout portant, 3
2 et 1, donc ça c'est pour le holo, voilà. Après une action de mouvement d'un combattant ennemi qui le place adjacent à son combattant, effectuer cette action d'attaque. Donc c'est une réaction, elle doit viser le combattant ennemi et ne peut pas le repousser. C'est dommage qu'elle ne peut pas le repousser, parce que là ça aurait été vraiment super fort. Hein. Tu te rapproches du gars, pif, je te mets une petite fléchette, paf, je te repousse, bah tu m'as pas chargé, du coup ça aurait été vraiment pas mal. Mais bon, là c'est quand même une petite action gratuite, pour peu qu'il survive à l'attaque, ça peut être sympathique. Après c'est ça qui va poser problème peut-être, c'est est-ce qu'il va vraiment pouvoir survivre à l'attaque. Lorsque ce combattant effectue une action de charge, les jets marteau et épée sont des réussites pour les jets d'attaque. Et vous vous rappelez qu'il frappe déjà de base en marteau, donc au final ça rajoute un petit peu moins que si c'était le contraire. Donc bon, ouais. Collier enchanté, plus 1 en défense pour Growl, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal parce que quand il est en mode ouf ouf, voilà, hop, pardon, il passe du coup à 3 dommages, enfin à 3 jets de défense. Et là du coup ça peut être sympa parce qu'on a une chance sur 2 toujours de faire le petit critique qui va bien. Donc un petit collier qui est sympathique. Alors, dresser pour tuer, réaction au cours de l'action d'attaque d'un holo ami. Avant le jet d'attaque, pousser ce combattant d'1 à 2 cases. Il doit terminer cette poussée adjacente à la cible de l'action d'attaque. Et vous voyez, et c'est pour Growl. Donc il y a une synergie justement comme ça entre ces 2 personnages. Tout simplement, le chien vient à côté de son maître. Donc voilà, pourquoi pas. Hop. Ensuite, le javelot sorcelé, cette action d'attaque a plus 1 dégât lorsqu'elle est effectuée durant l'action de charge de cette combattante. Et l'intérêt, c'est qu'elle ne le perd pas, pour le coup. C'est pour ça qu'il est ensorcelé, c'est que du coup, elle peut faire ses attaques comme ça plusieurs fois. Alors, elle gagne la capacité fracassante, donc c'est plutôt pas mal. Parce que elle, je pense qu'elle va se cantonner en fait dans ce petit rôle-là, elle ne peut pas vraiment aller au corps à corps, mais elle peut harceler comme ça et tourner un petit peu autour. Alors ensuite, prendre un trophée, jouer cette amélioration à l'aide de la réaction suivante. La réaction, après l'action d'attaque d'un combattant ami, qui a mis un combattant ennemi adjacent hors de combat, et si cette amélioration est dans votre main, appliquez-la au combattant ami. Donc ça sert à rien, si ce n'est à pouvoir cibler et pouvoir exalter en fait un personnage. Voilà. Le truc, c'est que, bon, ça vous donne pas de... Enfin, vous pouvez la jouer sans avoir besoin de dépenser un point de gloire. C'est ça le gros intérêt. Après, ça vous donne pas de bonus non plus. Donc ça, c'est vraiment une carte qu'il faut avoir en début de partie. Si vous l'avez un peu plus tard, c'est pas terrible. Le chemin vers la gloire, avec un dessin plutôt sympa, et vous verrez une carte, moi, que j'aime beaucoup. Plus 1 en blessure et plus 1 dé aux actions d'attaque de combattants. Et vous dites quelle est la contrainte? Il ne peut recevoir cette amélioration que s'il en a déjà au moins une autre. Et ça va arriver, donc ça c'est une carte super forte. Et en plus elle n'est pas limitée, hein, elle est pas, vous pouvez la jouer pour quel que soit le personnage, sauf le petit chien, parce qu'il ne peut pas avoir d'amélioration d'attaque. Mais du coup je pense que c'est une carte qui est must-have et que vous allez mettre à chaque fois aussi quand vous faites une compo des fanatiques. Voilà. Et ensuite, don du chaos, moins 1 en blessure, jusqu'à un minimum de 1. De toute façon, on va tomber à 1, parce que la plupart ont 2 points de vie. Les actions d'attaque de ce combattant ayant une portée de 1 ou 2 ont plus 1 dégâts. Voilà, bon, pourquoi pas, en conjonction avec bien sûr d'autres cartes. Parce que là, le moins 1 en défense, c'est quand même... Enfin, le moins 1 en blessure, c'est quand même pas très sympathique. Mais après, on peut se dire aussi que de toute façon, on va toujours se prendre des dommages 2, donc bon, ça va pas changer grand-chose. Alors, serment de suprématie. Vous pouvez révéler cette carte au début de votre première activation, lors de la phase d'action, puis reprenez-la en main. Marquez cet objectif à une phase de fin si vous tenez au moins 3 objectifs. Si vous avez révélé cette carte, marquez un point de gloire supplémentaire. Alors ça, c'est la dynamique qu'on va retrouver à chaque fois sur tous les... enfin, quasiment tous de tête. Toutes les cartes, en fait, justement, de stratégie pour gagner des points de gloire, que je ne sais plus comment ça s'appelle, et que j'ai un trou, mais c'est pas grave, vous savez tous comment ça s'appelle, sur les cartes objectifs. Et cette dynamique, elle est vraiment assez sympa parce que au final, l'adversaire, il se doute un peu peut-être quand il a l'habitude de jouer des cartes que vous allez faire. Donc après, le fait de lui révéler, ça change pas grand-chose parce que quoi qu'il arrive, un bon joueur va jouer comme si vous aviez justement cette carte trop forte dans votre main et donc va essayer de contrer en se disant je pense qu'il va l'avoir. En plus, c'est facile, il n'y a pas beaucoup de cartes, donc je vais essayer de contrer. Donc là, vous lui confirmez que vous avez cette carte-là, mais quoi qu'il arrive, je pense que la plupart du temps, il aurait fait ce choix de vous contrer. Donc il va essayer, quoi qu'il arrive, encore une fois, de vous contrer. Donc autant la montrer, et puis comme ça, vous gagnez un point supplémentaire. Et ça, c'est vraiment fort, hein, parce que ça fait une suprématie supplémentaire. Suprématie, on sait que c'est une carte qui est relativement jouée. Moi, je la mets dans tous mes decks, parce que pour peu qu'on puisse avoir les 3 objectifs de son côté, en plus, là, il y a une bande qui est assez nombreuse. Je pense que c'est vraiment une très très bonne carte objectif.
Ensuite, donc je vous relis pas à chaque fois le début parce que ça va être rigoureusement la même chose. Alors, du coup, marquez cet objectif à la 3e phase de fin s'il n'y a pas de combattant ennemi dans votre territoire. Si vous avez relevé cette carte, marquez 1 point de gloire supplémentaire. Et 4 points de gloire, ça commence à être vraiment pas mal, hein. Parce que bon, vous êtes une bande assez offensive, donc vous allez aller vers l'adversaire, vous allez le pousser justement chez lui, même si lui vient, comme vous êtes plus rapide, vous pouvez vous dire que s'il vient, ça veut dire qu'il veut vous taper, donc si vous allez chez lui en étant plus rapide, et bah du coup s'il veut vous taper, il faut qu'il retourne chez lui. Donc voilà, moyennant aussi quelques petites cartes peut-être pour pousser l'adversaire, je pense que ça va être assez facile à faire. Alors ensuite, serment de conquête, donc toujours le même système, marquez cet objectif à la 3e phase de fin si tous les combattants amis survivants sont en territoire ennemi. Et il n'y a pas de limite en fait, vous voyez, c'est tous les combattants amis survivants, donc ça peut être un seul, en fait, tout simplement, parce que c'est vrai que souvent il y a marqué au moins 2, au moins 3, là il n'y a pas de limite, donc je pense que pour 2 voire 3 points de gloire, ça c'est pas rien, je pense que c'est une carte qu'il faut jouer absolument. Fait d'armes, marquez ceci immédiatement si un combattant ami mais hors de combat avec une action d'attaque, un combattant ennemi ayant une caractéristique blessure de 4 ou plus. Donc 4, c'est mieux que 5 qu'on avait vu dans l'autre vidéo. Maintenant, bon, est-ce qu'on va la jouer à chaque fois? Je ne sais pas, faut voir, faut construire le deck autour. Je pense que c'est pas une carte qu'il faut mettre de côté, parce que c'est une carte immédiatement, les cartes immédiatement, elles ont toujours une petite valeur, une petite surcote en fait, mais bon voilà. Alors ensuite, vous pouvez révéler cette carte toujours au début, blablabla. Marquez cet objectif à une phase de fin si tous les combattants ennemis sont hors de combat. Si vous avez révélé cette carte, marquez 1 point de gloire supplémentaire. Donc ça, typiquement, quand vous la révélez à la fin, bien sûr, hein, 3e phase. Et puis l'adversaire, de toute façon, il a déjà vu votre stratégie, hein, donc voilà, vous avez tout intérêt. Et puis quand bien même, si vous l'avez en main, autant lui montrer. Lui, de toute façon, il va essayer de survivre. Donc voilà, et puis là, 6 points de gloire, ça peut retourner une partie. Donc voilà, très intéressant. Alors, marquez cet objectif si votre bande a mis un leader ennemi hors de combat lors de la phase d'action précédente. Voilà, avec 1 ou 2 points, ce qui peut être pas mal. Hop, apothéose magie, marquez ceci immédiatement si un combattant ami réussit à lancer un sort qui nécessite au moins 2 réussites. Et sachant que vous avez le côté inné qu'on peut donner en fait à la patronne, ça peut se faire facilement, c'est toujours à immédiatement. Je pense que dans cette bande-là, vous avez plus que dans tout autre presque, besoin en fait, enfin d'autres aussi qui justement jouent sur l'amélioration pour l'exaltation. Vous avez envie d'avoir des choses qui se scorent immédiatement, hein, pour pouvoir comme ça aller assez vite, déjà marquer beaucoup de points et puis aussi récupérer les pastilles, hein, pour pouvoir jouer vos améliorations. Alors marquez ceci à une phase de fin si un combattant ami survivant a reçu 3 améliorations ou plus. Ça c'est assez jouable, c'est faisable, donc pourquoi pas. Clac. Après, on n'a pas de perso qui va vraiment tanker, donc ça peut être peut-être un petit peu compliqué, mais bon, ça peut se tenter. Alors, marquez ceci à une phase de fin si tous les combattants amis survivants, au moins 3, sont exaltés. Ouais, là, déjà, c'est plus compliqué par rapport à l'autre. Bon, il faut qu'il y en ait au moins 3. C'est pas dit, il faut qu'ils soient tous exaltés. C'est pas dit non plus pour juste une pastille. Bon, voilà. Hop là. Et donc, on va passer maintenant aux cartes génériques. Et voilà le petit coucou à ceux qui raccrochent le wagon pour regarder uniquement les cartes universelles. Donc on est parti sur les améliorations. Alors un petit focus, voilà. Charme de régénération. Retirer un pion blessure de la carte de ce combattant au début de chaque round. Donc ça on peut le cumuler, ça peut être bien encore une fois pour Mollog, hein. C'est vrai que je suis focalisé un petit peu dessus, mais c'est les 2 nouveautés, donc c'est des cartes qui vont bien aller. Après on peut regretter qu'elles ne soient pas justement dans le paquet de Mollog, hein, mais bon, vous connaissez le business, hein. Alors ensuite, lance de négation, 2, donc ça c'est pas mal, ça fera pas 2 de distance, 2 marteaux, 2 dommages, c'est quand même plutôt sympathique. Et vous pouvez relancer un dé du jet d'attaque si la cible est un sorcier. Voilà, c'est le petit bonus, mais je pense qu'on peut la jouer aussi encore une fois, rien que pour la petite portée. Alors, présence perturbante, un combattant ennemi adjacent à ce combattant ne peut pas effectuer d'action de charge. Donc là, vous avez le dessin du petit chien pour vous représenter un petit peu l'idée. Ça peut être bien aussi avec le squig enfin toutes les cartes comme ça, enfin, tous les personnages qui peuvent aller assez rapidement comme ça, embêter, paralyser un petit peu le jeu de l'adversaire, surtout s'il a vraiment un perso qui compte vraiment sur ce perso-là, bah, du coup ça peut être très intéressant. Attaque de diversion, donc réaction, effectuer cette action d'attaque lorsqu'un combattant ennemi adjacent tente de lancer un sort, mais avant le jet de lancement. Donc pour une attaque de distance bien sûr, 2 et 2 dommages, ce qui est quand même pas mal. Voilà, hop.
Bénédiction d'Argentine, réaction au cours de l'action d'attaque d'un ennemi adjacent qui inflige des dégâts à ce combattant, l'attaquant subit un dégât. Ça, je trouve ça vraiment pas mal, et moi, tout de suite, ça match avec toujours le petit champignon qu'on a vu avant, dans la précédente vidéo de Mollog. Il va falloir aller la voir si vous ne l'avez pas vu. Vous avez bien compris qu'il fallait le regarder dans ce sens-là, hein, parce que vu toutes les références que je fais, voilà. Et donc, du coup, au cours de l'action, voilà, vous avez ce petit dégât qui peut s'ajouter au fait que quand il meurt, il va causer des dommages, qui peut s'ajouter au fait que lui-même va causer des dommages. Voilà, on a moyen de faire des bonnes petites blagues. Archer impassible, vous pouvez relancer un dé du jet d'attaque à chaque fois que ce combattant effectue une attaque ayant une portée de 3 ou plus. Donc ça, c'est une bonne carte pour toutes les bandes. Typiquement Far Strider, ça va être super. Je pense que c'est une carte qu'ils vont jouer à chaque fois. Voilà. Bien sûr, vous l'avez compris, hein, si vous n'avez pas de tir, c'est moins intéressant. Ensuite, réservé aux sorciers, donc plus un niveau de sorcier. N'appliquez cette amélioration qu'aux sorciers de niveau 1. Et ça, c'est aussi carrément sympa, parce que du coup, vous gagnez simplement un dé, donc c'est... Alors, c'est peut-être pas mieux que... Quoi que ça se calcule, en fait, hein, parce que le fait de gagner un dé, ça vous donne aussi le critique. Plus de chances aussi de faire un double critique, ce qui peut être un peu négatif. Par contre, bien sûr, vous avez plus de chances de réussir vos sorts. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un inné ou alors plus un dé? Je ne sais pas, ça se calcule. Alors, Grimoire des offrandes, c'est aussi un grimoire Katofran, il y en a un dans chaque paquet. Gagnez un point de gloire supplémentaire si ce combattant met un combattant ennemi hors de combat. Et là, vous avez une carte qui va être jouée, je pense, par tout le monde, parce que c'est vraiment super intéressant. Vous la jouez évidemment avant de faire une charge, ou quand vous savez que vous allez attaquer au tour d'après, et puis votre perso, il va pouvoir comme ça multiplier les points. Hein. Donc, alors bien sûr, si vous avez un deck très défensif, vous n'allez pas la jouer, mais dès que vous êtes en mode offensif, ça c'est vraiment super. Et vous pouvez même les cumuler, hein, parce que si vous avez, voilà, je pense à Varklaw qui a aussi cette même compétence, et bah du coup ça vous fait 3 points de gloire si vous arrivez à tuer un personnage, et 3 points de gloire, ça commence à pas rigoler. Hein. Alors gros bras, action, pousser d'une case un combattant ennemi adjacent. Ça c'est très intéressant aussi, parce que vous voyez c'est une action. Donc si le combattant fait un mouvement, qui va faire une charge derrière, enfin il y a toujours plein de possibilités, vous pouvez simplement le bouger d'un objectif, vous n'êtes pas obligé de faire une attaque dessus. Je pense que c'est une carte qui a son utilité. Focalisation arcanique. Donc le prochain jet de lancement du combattant à cette phase est inné. Alors c'est une action, ça veut dire que vous perdez une action pour lancer un sort. Faut que ça vaille vraiment le coup. Sachant que, je vous rappelle qu'en termes de règles, vous ne pouvez pas avoir 2 innés différents. Donc si vous avez un inné canalisé et puis un inné focal, il faut choisir lequel des deux vous allez déclencher. Donc voilà, choisir. Ensuite, sacrifice spirituel. Choisissez un sorcier ami, il subit un dégât. La première fois que ce combattant tente de lancer un sort, jetez un dé de plus lors du jet de lancement. Cet effet persiste jusqu'à ce que ce combattant tente de lancer un sort ou soit hors de combat, selon ce qui se produit en premier. Bon, voilà. Je pense qu'il y a d'autres cartes qui sont un petit peu meilleures pour fiabiliser les sorts. Saut incroyable, le premier combattant qui effectue une action de mouvement à la prochaine activation peut passer à travers les cases bloquées et occupées, et considère les cases fatales comme des cases normales. Donc ça c'est super pour les fantômes, bien sûr. Donc bien sûr, toutes les bandes sauf les fantômes. Forme éphémère, le premier combattant étant la cible d'une action d'attaque, à la prochaine activation, une caractéristique défense avant tout modificateur de esquive 2, au lieu de sa caractéristique normale. Ça peut être sympathique, mais là encore une fois, ce qui est sympa, c'est de voir un petit peu aussi le style de jeu des dryades hein, qu'on va avoir. Donc sans doute un style très défensif, avec, j'imagine, ils peuvent passer en mode éthéré. On peut supposer que leur forme exaltée sera une forme d'éthération, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Ensuite, choisissez un combattant ami, les combattants ennemis adjacents à celui-ci ne peuvent pas être poussés jusqu'à la prochaine étape de pouvoir. Ça c'est pas mal encore une fois dans un bloc très très défensif où vous avez plusieurs personnages qui se mettent en ligne et qui protègent en fait justement un combattant qui lui va scorer par exemple, ce genre de choses, avec des grimoires ou des choses comme ça. Donc c'est plutôt très très intéressant. Alors, frénésie de mort, réaction à jouer au cours d'une manœuvre, d'une bande ennemie ou d'une action d'attaque d'un combattant ennemi qui met un combattant ami hors de combat. Donc c'est quand on vous tue un personnage. Pour chaque combattant adjacent à ce dernier, jetez un dé d'attaque sur un marteau. Le combattant en question subit un dégât. Voilà, là on retrouve exactement ce qu'on avait sur l'autre carte. Donc toujours avec notre ami le champignon. Il y a moyen de faire vraiment une bombe vivante. Vous l'envoyez vers l'adversaire au milieu en espérant qu'il meure. C'est pour ça que c'est un petit peu dommage qu'on puisse pas le sacrifier nous-mêmes en fait presque, hein, mais voilà. Alors quoi que la carte n'aurait pas marché, mais bon vous avez compris l'idée.
Ensuite, explosion impressive, manœuvre de sort. Si ce sort est lancé, effectue une déviation 1 depuis la case du lanceur. Tout combattant dans la case finale subit un dégât. Recommencez 2 fois de plus en effectuant à chaque fois la déviation depuis la case du lanceur. Donc, on peut mettre dans l'idée 3 dommages. Vous voyez, si vous avez vraiment beaucoup de chance, ça peut mettre 3 dommages sur la même cible. Donc, c'est jouable, hein, ça fait une chance sur 3. Voilà, à voir. Ça peut être, c'est facile à lancer, ça peut créer des dommages. Donc, ça peut être intéressant. Alors, sphère de Gur. Si ce sort est lancé, la première action d'attaque d'un combattant se tenant à 4 cases ou moins du lanceur a plus un dé. Ce sort persiste jusqu'à ce qu'une telle action d'attaque soit effectuée ou que le lanceur soit hors de combat. Donc voilà, c'est pas mal. Un petit boost de combat, c'est pas mal. Nuée de crocs rasoir. Alors manœuvre de sort, attention, il faut avoir un critique pour le lancer. Si ce sort est lancé, effectue une déviation 3 depuis la case du lanceur. Tout combattant sur une case de la chaîne subit 2 dégâts. Donc là, c'est une méga chaîne d'éclairs. Donc c'est pour ça que du coup c'est si difficile à lancer. Alors après, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un critique quoi qu'il arrive? Peut-être. Après, ça reste de la déviation, donc c'est pas sûr. Bon, après, c'est entre guillemets, ça se tente, ça peut se tenter. C'est assez aléatoire, mais ça peut gagner gros. Alors, manœuvre de sort. Si ce sort est lancé, intervertissez les positions de 2 combattants adjacents. Voilà. Hop. Et ensuite, rappel magique, manœuvre de sort, toujours à critique. Si ce sort est lancé, choisissez une manœuvre de votre défausse de pouvoir et ajoutez-la à votre main. Plutôt fort, après, critique, donc ça devient un petit peu compliqué. Là, comme ça, je vois pas s'il y a de fiabilisation pour le critique, mais sinon, ça peut être vraiment, vraiment assez sympa, puis de tourner comme ça entre différentes cartes. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Pourquoi le meilleur? Parce que bien sûr, les cartes objectifs, c'est les cartes qui peuvent donner envie de construire un deck autour. Donc voilà. Alors, marquez ceci à la 3e phase de fin si vous avez choisi à chaque round de bénéficier de la première activation. Donc pour ça, il faut avoir gagné à chaque fois. Donc ça veut dire qu'il faut gagner 3 fois de suite l'activation. Bon voilà, si vous voulez jouer un jeu basé sur le hasard, pourquoi pas. Sinon, évidemment, ça peut être très intéressant. Marquez ceci à une phase de fin si au moins 3 combattants ennemis ont été mis hors de combat à la phase d'action précédente. Ça, on a déjà vu. Pourquoi pas, hein, ça peut se jouer. Hein. Gripsou, marquez ceci à la 3e phase de fin si vous avez au moins 9 points de gloire inutilisés. Et ça, c'est plutôt très très intéressant parce que, comme je vous dis, nous on arrive souvent à des scores assez enfin, je vais dire impressionnant, pas forcément, mais impressionnant par rapport aux premières parties qu'on pouvait faire. Et 9 points inutilisés, ça peut facilement se jouer. Et puis regagner 3 de plus, c'est quand même plutôt sympathique. Donc moi j'aime bien. Défenseur indomptable, marquez ceci à une phase de fin si un seul combattant ami survivant a été la cible d'au moins 3 actions d'attaque à la phase d'action précédente et qui n'a pas été mis hors de combat. Bof, parce que c'est... En fait, vous l'aurez compris, moi j'aime pas les cartes qui nécessitent que l'adversaire fasse quelque chose. Si l'adversaire le fait pas, vous pouvez pas scorer. Et vous n'êtes pas maître en fait de votre destin sur les cartes, donc je n'aime pas trop ce gameplay là. Ensuite, marquez ceci immédiatement si un combattant ami effectue sa 2e action de mouvement ou plus lors de la même phase d'action. Dans un deck qui est tourné autour, c'est carrément sympa, parce que justement c'est encore une carte à marquer immédiatement. Donc il y a pas mal de cartes qui permettent de bouger plusieurs fois comme ça, donc je pense que ça c'est une carte qui peut trouver sa place facilement. Maîtrise magique, marquez ceci à une phase de fin si votre bande a réussi à lancer au moins 6 sorts lors de la phase d'action précédente. Donc là, c'est cher, enfin je veux dire c'est cher payé, c'est bien récompensé plutôt, parce que 3 c'est pas rien, et donc du coup on peut vraiment imaginer jouer beaucoup de manœuvres de sorts plutôt que des ajouts tactiques, c'est plutôt des subterfuges en fait, c'est jouable, je pense que c'est jouable, hein, surtout si votre bande elle-même sur ces cartes peut lancer des sorts, ça peut se jouer. Donc à ma connaissance, pour l'instant, il n'y a que les... Alors, est-ce que je dis pas une bêtise? Faut voir, là dans ma tête, il n'y a que les... je sais plus comment ils s'appellent, là, les Stormcast, un magicien, qui peuvent avoir sur leur carte des sorts. Faudrait que je revérifie, voilà. Je suis tard, je suis fatigué, désolé. Alors ensuite, marquez ceci immédiatement si tous les réussites, au moins 2 de votre jet d'attaque ou de défense, sont des symboles de soutien. Alors ça, je trouve ça vraiment nul. Parce que toutes les réussites de votre jet d'attaque ou de défense sont des symboles de soutien. Ça veut dire que il faut déjà que ce soit une condition qui passe en fait. C'est-à-dire que si vous faites des... Enfin, c'est des réussites. Donc ça aurait été des jets de soutien, déjà ça aurait été pas terrible. Mais là en plus des réussites, il faut que ce soit tous. Donc ça veut dire pas de marteau qui passe. Enfin, ouais, c'est vraiment hyper conditionnel. Donc bof. Alors ensuite, marquez ceci immédiatement s'il y a au moins 2 critiques dans votre jet d'attaque.
Ça, c'est pas mal, parce que c'est du immédiatement, c'est sur du 2. Ça, je pense que c'est très intéressant. On peut la jouer si on est un petit peu greedy et qu'on se dit qu'on peut avoir un petit peu de chance. Enfin, ça peut faire un bon score, parce qu'en fait, il n'est même pas nécessaire que l'attaque réussisse, en fait. Hein. Vous voyez? Alors après, bon, voilà, avec 2 critiques, on a des chances en plus que ça réussisse, mais c'est même pas nécessaire. Alors, marquez ceci immédiatement si votre bande retire un objectif du champ de bataille. Voilà, ça faut vraiment construire le deck autour, évidemment. Prendre l'initiative, marquez ceci immédiatement si vous avez au moins 3 critiques lorsque vous jetez les dés pour déterminer qui choisit celui qui a la première activation. Donc ça va très bien avec la première carte qu'on a vue, mais sinon aucun intérêt presque. Décimez-les, marquez ceci à une phase de fin si au moins 3 combattants ennemis sont hors de combat. C'est pas mal, ça peut se faire, c'est qu'une pastille. Donc ça, je pense que c'est les cartes un petit peu médium, comme ça, vous voyez, qui peuvent très bien rentrer si vous avez juste ce deck dans son ensemble et que vous n'avez pas accès à d'autres cartes. Ça, c'est une carte très intéressante. Après, évidemment, plus vous avez de cartes, plus les places sont chères et plus forcément, ça va être compliqué de faire son trou pour ces petites cartes objectifs. Voilà. Donc, globalement, ce que j'en ai pensé, c'est que ces extensions-là me paraissent... Alors globalement, un petit peu, j'aurais dit, moins forte que ce qu'on a pu voir sur d'autres extensions. Malgré tout, il y a quand même quelques cartes vraiment très puissantes qu'on va sans doute revoir dans pas mal de decks. Mais bon voilà, j'ai l'impression qu'ils vont un petit peu à la baisse en fait par rapport à ce qu'on a pu avoir. Et je pense que la banlist n'est pas du tout étrangère. C'est vrai qu'on était avec tous des decks en fait qui se ressemblaient un petit peu. Et donc la banlist était là et arrivait donc à nerfer un petit peu l'ensemble. Ce qui est, ma foi, je pense, une bonne chose. Et je pense que tout le monde est assez d'accord là-dessus. Ça permet d'avoir un peu plus de diversité et puis pour éviter l'écueil qu'on peut avoir sur certains jeux 100% cartes où du coup vous avez des decks qui jouent un petit peu tout seul et du coup on perd un petit peu son intérêt et là il faut bien se rappeler qu'on est aussi sur un jeu de figurines. Voilà, et bien écoutez, merci à vous d'avoir regardé ces vidéos jusque là, pensez à vous abonner, à liker, à partager, à commenter et puis voilà, je vous donne rendez-vous bientôt sur une prochaine vidéo, sans doute les petites figurines ou autre chose. Voilà, à bientôt.